Démarrée depuis ce jeudi 12 mai 2022, la tournée nationale d'explication et de sensibilisation des populations sur la cherté des produits de première nécessité et les différentes mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon sur son cours. Y a-t-il vraiment un rapport entre la tournée actuelle et les législatives prochaines? La réponse dans ce journal. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministre des Sports Oswald Omeki, a signé ce mardi 17 mai 2022 à Cotonou un mémorandum avec NBA Afrique. Détail à suivre également dans cette édition. Et puis en interactualité, la Finlande et la Suède ont soumis leur demande d'adhésion à l'OTAN. Les deux pays d'Europe du Nord ont officiellement déposé leur candidature pour entrer dans l'Alliance Atlantique. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous du journal de la mi-journée sur Speedline Télévision. Les membres du gouvernement du Bénin ont entamé depuis ce jeudi 12 mai 2022 une tournée nationale d'explication et de sensibilisation des populations sur la cherté des produits essentiels. Les différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement du président Patrice Talon ont été également exposées. D'aucuns estiment politique cette initiative du gouvernement. Y a-t-il vraiment un rapport entre la tournée actuelle et les législatives prochaines? Élément de réponse dans cet élément de Romaric Dossa et Mathieu Sossou. Et nous sommes pratiquement au terme de cette tournée-là. Et je peux vous assurer qu'il était nécessaire effectivement que le gouvernement prenne cette initiative. Parce que ce que j'ai écouté des populations, j'ai compris qu'ils avaient vraiment besoin de ces informations pour savoir non seulement comment se tenir et pour servir après de relais au niveau des autres couches de la société. Parce qu'il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de désinformation. Vous avez suivi avec nous, les gens ont posé leurs préoccupations. Et moi, je voudrais profiter et remercier le gouvernement pour cette initiative qui était vraiment salutaire. Je pense que Patrice Talon n'a pas besoin de ce prétexte, de ce type de prétexte pour faire de la campagne. Son bilan en lui-même est déjà un bilan assez élogieux. Nous sommes en train de parler de situations suffisamment graves. On parle de crise économique, on parle de cherté de vie. Et donc, par rapport à ces préoccupations essentielles et existentielles, on ne peut pas prétendre qu'on est en campagne. Ce qu'il faut retenir, nous, de ces différentes questions, il y a plus de méconnaissance d'informations, manque d'informations, et je crois que le gouvernement, la délégation gouvernementale est à la taille des questions qui ont été posées. Et nous, en tant que parlementaires, la seule chose que nous avons à demander, que toutes les propositions et suggestions de la base soient remontées, étant donné que nous sommes très confiants de notre chef de l'État, nous sommes très confiants du personnel qui nous dirige aujourd'hui et qui ne laisse rien et qui ne fait rien à moitié. Nous ne sommes pas en campagne, nous sommes en situation délicate. Et donc par rapport à ça, le gouvernement qui est dans son rôle régalien devait de se déplacer et aller vers les populations pour expliquer pourquoi nous sommes en train de vivre ces situations et quelles sont les mesures qui ont été prises. Et vous avez suivi les interventions des uns et des autres. On ne peut pas dire qu'on est en campagne, nous ne sommes pas en campagne. Je l'annonçais en titre, le ministère des Sports a réussi à décrocher un partenariat avec la NBA Africa, un geste qui a pour but de rehausser le niveau du basket béninois de par sa professionnalisation et sa promotion. La signature de cet accord entre le ministre des Sports Oswald Omeki et les représentants de la NBA Africa a eu lieu ce mardi 17 mai 2022 dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Maëk à Cotonou. Reportage.
Le Bénin a signé un protocole d'accord avec NBA Africa. C'est Victor William qui représentait NBA Africa, dont il est le directeur. Oswald Romeki assurait la signature du Bénin pour ce mémorandum par lequel les deux parties s'engagent à travailler main dans la main pour le développement du basketball dans le pays. Une convention sera mise en place pour la formation des entraîneurs et des jeunes officiels. Elle prendra également en compte la NBA Academy, un programme de détection et de formation des talents, a fait savoir le ministre Oswald Romeki. Pour l'autorité, l'objectif du gouvernement est de donner l'opportunité à tous les jeunes béninois passionnés du basketball de croire en leurs rêves et de devenir de grands joueurs. Victor William, le directeur Afrique de la NBA, quant à lui, sollicite le soutien de tous les acteurs du basketball pour le succès de cette discipline. Les écureuils juniors du Bénin ont décroché ce mardi 17 mai 2022 leur qualification pour la finale du tournoi U20 de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, de la zone B. Ils obtiennent ainsi leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations juniors qui sera jouée en Égypte en 2023. Les poulains de l'entraîneur national junior Mathias Teguino ont battu à Niamey au Niger lors des prolongations des demi-finales du tournoi U20 de l'UFOA de la zone B, les étalons juniors du Burkina Faso par le score de 2-1. Reportage. Engagés dans un tournoi à double objectif, écureuils du Bénin et étalons du Burkina Faso n'ont pas pu se séparer au terme du temps réglementaire. 90 minutes de jeu, 0 but partout. Il faut attendre la prolongation pour voir le joueur béninois Malik Tanguy ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Ibrahim Djalilou porte à 2 le but béninois, mais laisse ses coéquipiers suite à un cumul de cartons jaunes. Les étalons juniors profitent de l'infériorité numérique des écureuils du Bénin et tentent de revenir au score. Dans les dernières secondes de la partie, ils réussissent seulement à faire la moitié du chemin. Score final, Burkina Faso 1, Bénin 2. Un score qui permet au Bénin de se hisser à la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Un succès qui confirme une lumineuse phase de groupe avec 2 victoires contre le Togo, la Côte d'Ivoire et un match nul sans but face au Niger, le pays organisateur. En finale, les écureuils juniors devront ce vendredi, toujours au Niger, croiser les crampons avec les Flying Eagles du Nigeria, tombeurs des éléphants de la Côte d'Ivoire, 2-1 en prolongation également. La qualification des écureuils U20 à la finale du tournoi UFOA est synonyme de la validation de leur billet pour la CAN Junior Égypte 2023. Pays organisateur en 2005, puis qualifié en 2013, le Bénin disputera en 2023 sa 3e Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans, soit 10 ans après la dernière participation à cette compétition. Le sélectionneur par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latunji, a rendu publique la liste officielle des joueurs sélectionnés dans le cadre des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. La liste a été présentée à la conférence de presse ce mardi 17 mai 2022 au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Faire mieux que la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations passée. Le Bénin pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 doit franchir un nouveau palier. Pour cette nouvelle aventure, Moussa Latunji embarque 26 joueurs, dont 3 nouveaux, Lukman Moussa, Bawa Salim et Adigo Ryan. Alagbe Satunin, Dandinou Marcel, Lukman Farou Moussa, Adenon Khaled, Adileou Moïse, Assogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Adeoti Jordan, Ahrenvi Matteo, Bawa Salim, Dalmeda Sessi, Olaitan Junior, Tidjani Anan, Adigo Ryan, Chibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Mounier Steve,
Poupo Marcelin, Poté Michael, Segbe Azampo Désiré, Soukou Sebio et Tossin Ayegun. Avant ce rendez-vous média, Moussa Latondi était en tournée européenne. Un exercice qui lui a permis de mieux savoir sur la forme de certains joueurs. Donc effectivement, j'avais quitté Cotonou le 7, si je ne me trompe pas. J'étais à Prague pour regarder Tidjani Mohamed, le défenseur, grand de taille, technique. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment nous aider dans la défense, puisqu'il faut toujours rajeunir l'équipe, il faut penser à demain. Donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Après ça, j'étais en Allemagne pour regarder Ryan Adigo. Dommage, il n'a pas joué le match. Sur l'échauffement, il avait eu un petit problème. Et après, j'étais en Suède pour regarder Lukman qui joue à Momi IF en première division, mais il n'est pas titulaire, il joue dans l'équipe réserve. Et donc voilà, il y a des jeunes que j'ai rencontrés encore, par exemple le cas de Zeidan Inoussa. J'ai rencontré ses parents, j'ai discuté avec eux, c'est positif. Dans les jours à venir, je pense que ces joueurs-là seront disponibles pour la sélection nationale. J'ai rencontré encore un autre joueur qui s'appelle Adam Akime. J'ai rencontré ses parents, j'ai discuté avec eux. Et je pense que prochainement, peut-être ce serait difficile pour nous de faire sortir la liste. La vision de Moussa Latondi pour cette campagne sportive est claire. Qualifier le Bénin pour Côte d'Ivoire 2023, tout en donnant à l'équipe une véritable philosophie du jeu. Oui, attaquer, c'est toujours bien. Vous savez, il faut commencer quelque part. Et dès qu'on a commencé par attaquer, ça a donné quelque chose. Et pourquoi retourner en arrière? Non. Je pense qu'on va toujours attaquer, puisque les spectateurs aiment le beau football et aiment qu'on marque des buts. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Et puis en interactualité à présent, le président nigérien Mohamed Bazoum a déclaré dans une interview publiée ce mercredi que le G5 Sahel qui combat les groupes armés islamistes en Afrique de l'Ouest était décédé après l'annonce par la junte malienne du retrait de l'alliance militaire de son pays. Le G5 Sahel est mort, déclaration du président nigérien dans une interview accordée au quotidien français La Croix. Mohamed Bazoum siffle ainsi la fin de ce cadre institutionnel regroupant le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie, mis en place en février 2014 pour lutter contre les djihadistes au Sahel. Cette sortie intervient quelques jours seulement après que le Mali a décidé de quitter le navire. Un isolement de fait de Bamako renforcé par le désengagement des forces françaises de l'opération Barkhane de ce pays. Pour Mohamed Bazoum, cette nouvelle donne plombe le fonctionnement du G5 Sahel pour cause l'impossibilité de conduire dorénavant une stratégie concertée et coordonnée contre les djihadistes. Le Niger tire déjà la sonnette d'alarme. Notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. La faute, selon Niamey, à Bamako qui n'a pas investi les postes avancés dans cette zone. Mohamed Bazoum appelle la France à l'aide. Il attend notamment de ce pays des moyens considérables et une présence plus conséquente de la force Barkhane avec des règles d'engagement différentes. Non sans souligner la nécessité pour les Occidentaux d'accepter des pertes sur le terrain, le cas échéant, au nom de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au Mali, la Cour d'appel a prolongé au 21 septembre son délibéré contre Barthélémy Diaz, maire de Dakar, jugé en appel pour la mort d'un homme tué par balle en 2011 dans un contexte de violence politique. L'arrêt de la Cour est très attendu en raison des implications politiques. Reportage. Le maire de Dakar devra patienter encore quelques mois avant d'être fixé sur son sort. La cour d'appel a repoussé au 21 septembre le verdict de son procès pour meurtre. Jugé avec une douzaine d'autres personnes à l'époque, Barthélémy Diaz avait été condamné en 2017 à 2 ans de prison pour la mort par balle en 2011 d'un lutteur, décrit par l'opposition comme un homme de main du régime.
Avant l'annonce de la présidente du tribunal, de nombreux policiers avaient pris position à l'intérieur et autour du palais de justice. Des véhicules anti-émeutes ont également été disposés à différents carrefours de la capitale. Car l'arrêt de la Cour est très attendu en raison de ses implications politiques. Ce énième délai, qui intervient quelques semaines avant les élections législatives prévues fin juillet, permet, selon certains, d'éviter une réaction violente de ses partisans. Barthélémy Dias est un farouche opposant au pouvoir. Il est devenu maire de Dakar pour le compte d'une coalition nationale conduite par Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Le maire de Dakar aurait lui aussi des ambitions présidentielles. Sauf que le verdict de son procès en appel pourrait compromettre sa carrière. Dans la ville de Surman, située près de Tripoli, plusieurs migrants ont été mis aux arrêts par les forces de sécurité libyennes. Dans l'ouest du pays, la police a déclaré avoir arrêté au moins 300 migrants la semaine dernière et plus de 3000 au cours des 3 derniers mois. Un plan de sécurité a été élaboré et il y a environ 3 mois pour éliminer l'immigration clandestine. Assis à même le sol et entourés par des véhicules de police, ces migrants ont été arrêtés par les forces de sécurité libyennes dans la ville de Surman, située près de Tripoli. Depuis quelques jours, ces scènes sont devenues courantes. Dans l'ouest du pays, la police a déclaré avoir arrêté au moins 300 migrants la semaine dernière et plus de 3000 au cours des 3 derniers mois. Un plan de sécurité a été élaboré il y a environ 3 mois pour éliminer l'immigration clandestine, ainsi que les repères de passeurs et arrêter les personnes recherchées. Au cours de cette période, plus de 3000 migrants illégaux ont été arrêtés. Des mesures légales ont été prises et ils ont été renvoyés au bureau de l'immigration illégale. Cette campagne d'arrestation inquiète déjà les ONG internationales. Le pays est régulièrement critiqué à cause des mauvais traitements infligés aux migrants dans les centres de détention. Certains des centres proches du siège du pouvoir à Tripoli ont amélioré les conditions des migrants. Mais les autres centres, éloignés du siège du pouvoir et de la capitale, connaissent une grande marginalisation et les migrants y vivent dans des conditions vraiment tragiques. Cela a obligé les organisations internationales à fournir une aide, d'une part, et à faire pression sur les autorités libyennes, d'autre part, pour qu'elles trouvent des solutions. Seulement 300 km séparent la Libye des côtes italiennes, une tentation pour les candidats à l'exil qui souvent sont la proie de trafiquants. Et dans un autre registre, la pollution a provoqué la mort prématurée de 9 millions de personnes dans le monde, selon les études de la revue The Lancet qui s'est penchée sur les données de 2019. Un bilan lourd qui ne s'améliore pas et causé principalement par la mauvaise qualité de l'air et les polluants chimiques. Images et sons. La pollution a été responsable de 9 millions de décès prématurés dans le monde en 2019, d'après une étude de la revue Lancet, un chiffre qui ne s'est pas amélioré depuis le dernier rapport il y a 4 ans. La pollution ne tue pas directement, mais c'est elle qui est à l'origine de graves maladies du cœur, de problèmes respiratoires ou de diarrhées aiguës. Nous avons différentes causes de décès, qu'il s'agisse des AVC, des cancers, des arrêts cardiaques, etc. La pollution est un facteur de risque de décès, comme beaucoup d'autres choses. Donc, lorsque vous regardez ce à quoi la pollution contribue, elle contribue principalement à ces maladies non transmissibles. Ce sont les causes officielles des décès indiquées sur les certificats de décès, mais vous ne verrez presque jamais la pollution comme une cause de décès. Globalement, les décès liés au type de pollution associée à l'extrême pauvreté sont en repli. Le rapport constate que les problèmes de combustion de carburant ou d'hygiène de l'eau sont moins fréquents. Mais la pollution dite moderne progresse. En 2000, les décès prématurés liés à la pollution de l'air ambiant s'élevaient à 2,9 millions de personnes. Ils étaient 4,5 millions en 2019. Les expositions au plomb et aux carcinogènes progressent également, surtout en Asie du Sud-Est, où l'industrialisation est en plein essor avec un exode rural conséquent. D'après le rapport, la pollution a plus d'effets sur la santé que la guerre, le terrorisme, la drogue et l'alcool, et cette mortalité rivalise avec celle causée par le tabac.
La Finlande et la Suède ont soumis ce mercredi leur demande d'adhésion à l'OTAN, une consultation étant en cours entre les alliés pour lever l'opposition de la Turquie à l'intégration des deux pays nordiques dans l'Alliance. L'image est historique. Des ambassadeurs finlandais et suédois ont remis ce matin les demandes d'adhésion de leurs pays respectifs au secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Près de 3 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la Finlande et la Suède, jusqu'ici neutres, entendent se mettre désormais sous la protection de l'OTAN face à la menace de Moscou. Tous les alliés s'accordent sur l'importance de l'élargissement de l'OTAN, souligne Jens Stoltenberg. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons rester unis et nous sommes tous d'accord pour dire que c'est un moment historique que nous devons saisir. L'adhésion d'un nouveau pays à l'OTAN nécessite l'unanimité des États membres. Or, jusqu'à présent, la Turquie s'oppose à l'entrée des deux pays nordiques dans l'Alliance Atlantique. En coulisses, des consultations sont en cours pour tenter de faire changer d'avis Ankara, qui pourrait refuser la première étape de la procédure d'adhésion, l'ouverture des discussions au sein du Conseil atlantique. Le ministre russe de la Défense a annoncé ce mercredi que 959 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Mariupol se sont rendus ce lundi. L'évacuation des combattants ukrainiens continue, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Pour Kiev, ce sont des héros qui ont résisté à l'envahisseur russe pendant plusieurs semaines. Certains ont laissé leur vie et beaucoup ont été blessés dans cette immense usine Azovstal à Mariupol. Le ministère russe a annoncé ce mercredi le nombre de 959 militaires ukrainiens qui se seraient rendus depuis lundi. L'évacuation des combattants ukrainiens continue, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Pour Kiev, ils reviendront dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais certains responsables russes ont affirmé qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés. Ce sont des déclarations politiques destinées à la propagande nationale. Elles concernent surtout la politique interne de la Fédération de Russie. De notre côté, nous pouvons dire que les négociations sont toujours en cours et que l'opération de sauvetage se poursuit. Au Parlement russe, il n'est pas question d'inclure les combattants du régiment Azov parmi les prisonniers ukrainiens qui seront échangés. Les criminels nazis ne doivent pas être échangés. Ce sont des criminels de guerre et nous devons tout faire pour les traduire en justice. Le procureur général de Russie a même demandé à la Cour suprême de qualifier le régiment Azov d'organisation terroriste. Créé en 2014 par des nationalistes ukrainiens, le controversé régiment Azov est au centre d'une guerre de propagande entre Kiev et Moscou qui l'accuse d'être un groupe néo-nazi. Certains de ses membres fondateurs sont effectivement connus pour avoir un passé néo-nazi. Mais selon Kiev, qui a depuis intégré l'unité dans sa garde nationale, le groupe se serait éloigné de ses origines d'extrême droite. Et du sport dans cette édition, 42 ans après son premier succès, Francfort décroche sa deuxième C3 de son histoire en battant en finale à Séville les Glasgow Rangers au terme d'une rencontre conclue par une séance de tir au but. Images et son. Francfort a remporté ce mercredi soir à Séville la deuxième victoire de son histoire en Ligue Europa. Les Allemands se sont imposés face aux Glasgow Rangers au terme d'un match très disputé qui s'est conclu par une séance de tir au but. Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1. Joe Aribo a ouvert la marque pour les Rangers peu avant l'heure de jeu, avant l'égalisation de Raphaël Borré 10 minutes plus tard. Kevin Trapp, l'ancien portier allemand du PSG, est devenu le héros de la soirée durant la séance de tir au but pour offrir le trophée à Francfort qui succède ainsi à Villarreal, sacré l'an passé. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et restez surtout fidèles au programme de Speedline Télévision, votre télé.